Merci Madame Barrage de votre venue. Bonjour à vous. Bonjour à vous. J'espère que je vous dérange pas trop pendant vos vacances, du coup, comme vous m'aviez indiqué. Euh, Non, pas de problème, pas de problème. Je vous remercie. alors, je vous présente brièvement. Vous vous êtes donc engagé en politique dès 1993 en rejoignant le RPR. Vous briguez votre Oui. premier mandat en 2001, où vous battez le Hmm. député maire socialiste sortant de l'époque, Roland Garrigue, lors des élections municipales à Montauban, ville socialiste depuis 36 ans à ce moment. L'année qui Oui. suit, c'est à la députation que vous le rebattez. Dans la première circonscription de Tarn-et-Garonne, vous êtes élu donc vous êtes réélu en 2007. Voilà. Oui. En 2012, vous perdez face à Valérie Rabault, qui deviendra donc députée suite à l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Mhm. Enfin, en 2017, vous faites le choix de ne pas vous représenter du fait des règles de non-cumul des mandats et vous restez maire de Montauban. Vous aviez été réélu entre-temps en 2008, 2014 et 2020. Et en Bravo. parallèle, vous avez aussi été élu président de la communauté d'agglomération Pays de Montauban et des Trois-Rivières, puis du Grand Montauban de 2001 à 2024, ou encore conseil régional Midi-Pyrénées ou départemental du Tarn-et-Garonne. Première question, on va dire pour se mettre en jambe, pourquoi à l'époque avoir fait ce choix du RPR puis de l'UMP? Parce que je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Mon père était gaulliste de la première heure. Il était président du RPR du Tarn et c'est un petit peu ma filiation paternelle et en même temps mes choix et mes valeurs quand même, hein. Je suis bien entendu très admirative du général de Gaulle qui a été le meilleur président de la République qu'on ait jamais eu et on a tellement de leçons à recevoir de lui aujourd'hui. D'accord. Alors, toutefois, parmi toutes ces élections, vous avez déjà été confronté au principe d'inéligibilité, ce qui est une des raisons de votre venue aujourd'hui. Bon, je vais énoncer les différents faits. Vous inquiétez pas, je vais évoquer les appels juste pour expliquer et donner un contexte à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à me reprendre d'ailleurs si je me trompe, hein. Donc, d'abord en 2014, première fois où vous y êtes Oui. confronté, la Commission nationale des comptes de campagne et de financement rejette vos comptes de campagne au municipal. Vous êtes vu condamné par le tribunal administratif de Toulouse à 1 an d'inéligibilité en première instance. Vous avez fait appel. Le Conseil d'État a statué qu'il y avait des irrégularités mais confirme donc le rejet de vos comptes, mais estime que ces irrégularités ne représentent pas un caractère de particularité, de particulière gravité, et vous restez donc maire, malgré donc ce constat du Conseil d'État. En 2015, vous êtes à nouveau mis en examen, mais cette fois pour détournement de fonds publics. Les frais concernaient le financement de la municipalité de Montauban pour un emploi fictif. Vous étiez condamné en 2021 à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, dont 5 ans d'inéligibilité. Voilà, c'est pour ça que je l'évoque, avec effet immédiat. Vous perdez alors tous vos mandats à l'époque. Vous avez dénoncé une décision à motivation politique et vous aviez fait appel. Vous êtes relaxé des faits reprochés et le parquet général décide de ne pas pourvoir de cassation. Voilà. Et enfin, Est-ce que oui, bien sûr, je je vous peux ai... vous reprendre, Oui, s'il vous plaît, cette partie-là? C'est la même affaire 2014-2021. C'est toujours Madame Rabault qui est derrière, à savoir que, et ça c'est ressorti du procès d'appel, c'est-à-dire que nous sommes à la veille des élections de 2014. Madame Rabault est sur la liste en face, avec Claude Mouchard. Disons que la liste était tirée de nouveau par Roland Garrigue, le maire que j'avais battu en 2001, les socialistes donc. Il s'avère que quelque temps avant l'élection, fin 2023, je licencie un agent qui travaillait à la communication, qui s'appelle Jean-Paul Fourment, parce qu'il avait complètement dérapé. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails. Et il s'avère que, et ça il le dira très clairement lors de l'audience correctionnelle, pendant qu'il était en arrêt maladie à la suite de son licenciement, Madame Rabault et Monsieur Mouchard sont allés le voir plusieurs fois pour le convaincre de déposer une plainte contre moi, prétendant qu'il était un emploi fictif de la commune, qu'il travaillait en fait exclusivement pour moi. Enfin, c'est quelque chose d'aberrant parce que on sait très bien que la communication d'une commune se confond avec celle du maire. Il n'y a pas une communication spécifique. Bref, ils ont porté très gentiment cette plainte entre les mains du procureur de la République et il l'a envoyé également à la commission des comptes de campagne. On est en 2014, on est en février 2014. Les élections sont en mars. Il s'avère que, vous l'avez dit, la commission des comptes de campagne, estimant, se basant sur la déclaration de cette personne disant qu'il était emploi fictif, a réintégré dans mes comptes de campagne son salaire, ce qui fait qu'on a fait sauter le plafond des comptes de campagne. Et de ce fait, voilà l'explication de la décision tout à fait organisée de la commission des comptes de campagne et sur laquelle finalement le Conseil d'État a considéré qu'il n'avait quand même pas lieu à prononcer mon éligibilité. Mais c'est la même affaire qui va suivre son petit chemin, son petit train devant au pénal,
puisqu'il va y avoir une instruction qui va durer 7 ans, qui c'est au bout de cette et la garde à vue est au milieu, c'est en 2015, c'est la même affaire, où pareil, on prétendait que cet emploi était un emploi fictif et que de ce fait, il y avait une forme de détournement de fonds publics et donc l'affaire arrive en correctionnel après ma mise à ma garde à vue en 2015. En 2021, vous voyez, c'est la même affaire pendant 7 ans. Entre-temps, j'ai été déjà réélue en 2020 hein, en tant que maire. Vous voyez, 2014, je suis élue largement. Ces arguments qui avaient été soulevés n'ont pas impressionné les électeurs, bien au contraire. Ils ont bien vu qu'il y avait une machination politique. 2021, quand l'affaire arrive en correctionnel, lors de l'audience correctionnelle, ce Jean-Paul Fourmont est interrogé par le président du tribunal correctionnel et notamment par mon avocat, et il raconte ce qui s'est passé en 2014, à savoir qu'il a été plus ou moins harcelé, et ça c'est dans le PV hein, du greffe, donc j'ai d'ailleurs déposé une plainte hein, contre Mme Rabault qui n'aboutit pas pour l'instant. Donc il explique qu'ils sont venus le voir à plusieurs reprises pour lui convaincre de déposer cette plainte, raconter donc qu'il était un emploi fictif, c'est ce que je viens de vous dire. Et il dit finalement, j'ai craqué. Bon, il reconnaît qu'il a été manipulé. D'ailleurs, c'est ce que lui fait dire mon avocat à l'audience. Tout ça est consigné dans le PV. Donc, pour autant, donc, le tribunal correctionnel, enfin, en l'occurrence, un magistrat qui depuis lors a été évincé de la correctionnelle parce que c'est quelqu'un qui est arrivé de la fédération hospitalière, enfin bon, qui n'était pas tout à fait. Je ne rentre pas dans les détails de ce magistrat. Et bref, on arrive à la cour d'appel. Et là, devant la cour d'appel, on plaide la réalité. C'est-à-dire qu'on dit, regardez, c'est un mensonge, c'est une machination montée de toutes pièces par des adversaires politiques. Et cerise sur le gâteau, le jour de l'audience de la cour d'appel, vous voyez, je suis condamnée en février 2021, comme vous dites, j'étais privée de tous mes mandats pendant 10 mois. On arrive à la cour d'appel de Toulouse, et là, le procureur qui siégeait à cette audience demande dans ses réquisitions qu'on aggrave ma peine en disant 5 ans, c'est pas assez, il faut mettre un an de plus, comme ça elle ne pourra pas se présenter aux élections de 2026, municipales 2026. Donc c'était tellement grossier et que tout le monde, enfin je pense que les magistrats de la Cour d'appel, qui sont des gens sensés, ont bien compris la manœuvre. Donc vous voyez, tout ça veut dire que j'ai été relaxée, mais que c'est la même affaire. C'est les comptes de campagne d'un côté et le pénal de l'autre qui sont partis du même dossier, un dossier monté de toutes pièces par mes adversaires politiques. Donc voilà ma première inéligibilité, j'ai été complètement blanchie, et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas entendre dire que je suis récidiviste, si vous voulez. Mais c'est vrai que ça a été très long, l'instruction a duré 7 ans, entre 2014 et 2021, il ne s'est quasiment rien passé. Néanmoins, ben voilà, on est arrivé quand même au bout. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup défendu à l'Assemblée nationale, quand j'étais députée là, récemment, j'ai été réélue en 2024, j'ai défendu le fait qu'il ne faut pas prononcer d'exécution provisoire sur une peine d'éligibilité, parce que si jamais c'est une erreur judiciaire, que ça a été, comme ça a été mon cas, finalement, le préjudice est irréparable. Pendant 11 mois, j'étais donc non seulement privée de ressources, mais en même temps, la ville, certes, on m'a succédé, mais c'est pas la même chose. Donc, les chantiers ont été un peu au ralenti. Et puis, du coup, ça a été fait aussi pour ça. Il y avait des élections intermédiaires en 2021, très exactement en juin. Vous voyez, j'ai été inéligible en février. Et en juin, il y avait des élections à la fois régionales et départementales, où donc je n'ai pas pu concourir. Et pour tout vous dire, à ce moment-là, on avait imaginé avec Robert Ménard, qui est dans la même région que moi, l'Occitanie, de partir ensemble au régional. Tout ça est tombé à l'eau, bien entendu. Voilà tout ce que c'est un peu long à comprendre, mais je voulais que vous compreniez, notamment vos auditeurs, que c'est la même affaire, en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et du coup, au final, vous avez, dans le cadre donc d'une même affaire, comme vous l'expliquez, été confronté 2 fois. Hein, une première fois avec le rejet des comptes de campagne en 2014, puis une deuxième fois en 2021. Voilà. Non, là, c'est pas mes comptes de campagne 2021. Non, mais je veux dire à l'inéligibilité, je parle. Ah oui, pardon, oui, voilà. d'accord. Alors, pour rappeler aussi, vous avez parlé donc de l'exécution provisoire. Oui, pour préciser, vous avez été donc rapporteur de la proposition de loi sur la non-exécution provisoire de l'inéligibilité durant la niche UDR. On avait d'ailleurs reçu l'un de vos collègues, Alexandre Allègre-Pilot, pour faire le bilan de cette niche sur la chaîne. Voilà. Tout à fait. Et donc, pour revenir donc à maintenant, donc en 2024, vous rejoignez le mouvement d'Éric Ciotti. Vous êtes élu à nouveau député pour la 4e fois, donc, face à... La 3e fois. Oui, quatrième fois, pardon. 3e fois, et là, vous aviez perdu la 4e fois contre Madame Rabault, excusez-moi. En 2012. Et d'ailleurs, du coup, vous êtes élu face à Madame Rabault. Voilà. Oui. Cependant, donc... Très largement, d'ailleurs. Elle n'a pas fait de recours contre l'élection. Mais par contre, elle a imaginé de refaire le coup des comptes de campagne.
parce que je pense qu'elle était de nouveau derrière tout ça. Et du coup, Vous savez, aujourd'hui, on y elle arrive est à du la coup, Cour ouais. des comptes. On Ouais, on y d'accord. arrive du coup. Cependant, vos comptes de campagne sont invalidés le 10 mars 2025 par et le Conseil constitutionnel statue en juillet donc que vous êtes déclaré inéligible pour une durée d'1 an et démissionnaire d'office de votre mandat de député au motif d'avoir, selon les décisions du Conseil d'État, facturé la participation à votre campagne de Conseil deux, constitutionnel. oui, du Conseil constitutionnel, pardon, facturer Oui. la participation de votre campagne de 2 collaborateurs de votre cabinet en mairie. Voilà. Alors, déjà, sur ce sujet et le motif du Conseil constitutionnel, qu'est-ce que vous auriez à dire donc, voilà, par rapport donc, à la facturation de 2 collaborateurs de la mairie? Alors, vous me permettez, j'explique un petit peu pour ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionne. Il y a eu beaucoup de réformes sur le financement des partis politiques et des règles assez strictes ont été posées parce qu'autrefois, les campagnes électorales étaient financées par les entreprises, enfin, par des moyens plus ou moins frauduleux. Et donc, il y a déjà un certain temps, je connais très bien les règles, hein, puisque, comme vous l'avez rappelé, j'ai déjà fait plusieurs campagnes. La règle veut que quand vous êtes élu d'une collectivité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une mairie, que ce soit un département, que ce soit une région, vous devez prendre garde pendant votre campagne électorale à ne pas profiter des moyens de cette collectivité. C'est prohibé, c'est sûr. Et on le sait parfaitement. En l'occurrence, donc, je rappelle quand même quelque chose d'important, c'est qu'on a eu une campagne éclair. Macron a voulu nous prendre de vitesse en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale le 9 juin 2024. Donc, il fallait aller très vite. Les élections étaient prévues début juillet 2024. On a eu à peine 3 semaines. Et donc, moi, j'ai déclaré ma candidature le 14 juin. À partir du 14 juin, donc, on se met. Alors, comment doit-on faire dans une campagne électorale? On doit d'abord ouvrir un compte en banque tout à fait autonome. C'est-à-dire que les comptes doivent passer par un compte bancaire qui est géré non pas par vous directement, mais par ce qu'on appelle un mandataire financier. Il n'y a que lui qui peut éventuellement faire un prêt, qui règle les dépenses et qui encaisse les recettes, puisqu'il y a des gens qui font des dons, des choses comme ça. Donc, c'est lui qui gère tout ça, ce mandataire financier. Et vous n'avez pas le droit de régler directement. Il y a beaucoup d'annulations d'élections. D'ailleurs, je crois la personne qui a parlé avant moi, elle est justement un exemple. Et ça, c'est totalement interdit. Alors, Et juste alors, pour préciser par rapport à la personne qu'on a reçue juste avant, donc Monsieur Vogetta, on avait reçu en fait de son explication, la banque postale a mis 4 semaines à ouvrir le compte, c'est c'est-à-dire qu'au ça, final le compte a été ouvert qu'à la fin du deuxième tour, donc il a dû c'est ça. avancer tous les frais du fait des retards de la banque Eh postale. oui. Voilà. Oui, oui, et justement, mais malheureusement pour lui, hein, c'est que on n'a pas le droit de payer soi-même. Moi, je me souviens de quelqu'un qui s'appelle Georges Fenech, qui était un magistrat, qui lui avait payé un pot simplement, vous voyez, il avait payé un apéritif directement avec sa carte bancaire. Son élection avait été annulée. Donc, c'est très rigoureux. Donc, j'explique tout ça pour dire que après la process, ensuite je rentre dans mon cas. Donc, quand la campagne est terminée, c'est-à-dire en juillet 2024, nous avons 2 mois pour déposer nos comptes, c'est-à-dire en septembre. Et là, l'expert comptable qui est obligé de vous suivre fait comme un petit budget, vous voyez, avec les rentrées, les sorties, les factures, tout ce qui. C'est un peu long parce qu'il faut retrouver toutes les factures, le téléphone, l'électricité, quand vous avez un local de campagne, la location, etc. Donc, il envoie tout ça à la Commission nationale des comptes de campagne, qui examine ses comptes attentivement et qui, si elle trouve qu'il n'y a pas de problème, décide de faire bénéficier du remboursement de l'État, puisque l'État rembourse une partie des dépenses. Voilà le contexte. En ce qui me concerne, dans les comptes de campagne, mon expert comptable avait souhaité, m'a proposé de se faire facturer par la commune quelques heures de travail de mes collaborateurs du cabinet. Alors j'explique de quoi il s'agit. Dès que j'ai été en campagne, le 14 juin, véritablement déclaré candidature, chaque fois qu'ils m'ont accompagné, il y en avait deux, hein, mon chef de cabinet et un collaborateur, sur, mettons, un marché ou sur un meeting, ils se mettaient en congé. Et ça, c'est totalement autorisé par la loi, dès lors qu'ils ne sont pas dans leur temps de travail de la mairie. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. La facturation dont je vous parle, c'était un surcroît de précaution qu'a souhaité mon expert comptable en disant pour la période entre le 9 juin, date de la dissolution, et le 14 juin, date à laquelle tu t'es vraiment mis comme candidate, il vaudrait mieux facturer quelques heures de travail, de collaborateurs, même si c'était franchement totalement presque virtuel et fictif, pour au cas où ils auraient reçu un coup de téléphone, ils auraient reçu un mail, que les choses soient clean. Bon, moi, j'ai fait confiance et donc j'ai dit OK. Donc, c'est là que la mairie a facturé
quelques heures de travail pour l'un et pour l'autre. En gros, avec les charges sociales correspondantes, ça faisait 600 € d'un côté, 800 € de l'autre, ça faisait 1400 € au total. Et cette facture, elle a été faite en toute transparence, elle a été versée dans mes comptes de campagne, justement, donc il y a la volonté, au contraire, d'être plus que blanc dans cette affaire. Alors, quand la commission des comptes de campagne examine, vous savez, les dossiers au fur et à mesure, elle commence à m'interroger en février dernier, ou janvier, je ne sais plus, en me disant qu'est-ce que c'est cette facture. Bon, moi j'explique ce que je vous dis. Et là, la première personne qui a eu accès à mes comptes de campagne répond en disant bon, bah, écoutez, cette facture, peut-être qu'on ne vous la remboursera pas. Bon, moi, c'était un moindre mal. Et à partir de là, j'espérais que ça allait s'arrêter là, qu'on allait clôturer. Bon, on ne vous rembourse pas les 1400 €, on vous rembourse le reste. Sauf que le président de la Commission nationale, qui est un ami enfin, assez proche de Mme Rabot, je pense, a décidé autrement, a décidé d'annuler tous les comptes. Et à partir de là, la procédure veut que dès lors qu'il y a une annulation totale, le Conseil constitutionnel est immédiatement saisi, le Conseil constitutionnel étant le juge de l'élection, si vous voulez, le juge électoral quelque part. Donc, et là, c'est là que tout s'est enchaîné, c'est-à-dire que, bref, nous avons, avec mon, j'ai expliqué ma situation, j'ai pris un avocat en expliquant ce que je vous dis, tout simplement, qu'il n'y a pas de volonté de fraude, sachant que le Conseil constitutionnel a plusieurs opportunités de sanction. La première chose, il peut dire, comme l'avait dit la première personne qui a mis mes comptes, dire bon, on sort cette facture, elle ne sera pas remboursée, les 1400 €, on ne vous les rembourse pas. La deuxième possibilité, c'est de dire bon, allez, on ne vous rembourse rien du tout. Bon, encore une fois, c'était presque un moindre mal. La troisième possibilité, c'est une sanction plus grave, on annule l'élection. Et la quatrième, et cerise sur le gâteau, on vous déclare inéligible pour un temps qui ne peut pas être inférieur à 1 an. Voilà pourquoi d'ailleurs ils ont beaucoup traîné pour prononcer leur décision, pour m'empêcher de me présenter aux élections municipales de mars 2026. Alors là, quand même, la différence, c'est que quand vous en arrivez à la sanction d'éligibilité, la loi prévoit, c'est l'article 52, 8, je crois, le chiffre exact, je ne sais pas, prévoit que dans ce cas-là, il faut démontrer que d'abord, il y a eu un manquement très grave, vous apprécierez si 1400 €, c'est très grave, et deuxièmement, qu'il faut surtout qu'il y ait eu une intention de fraude, l'intention de contourner la loi. Or, en l'espèce, et ce que nous avons plaidé, et c'est pour ça que je trouve que c'est injuste, c'est tout le contraire, puisqu'on a au contraire voulu être trop transparent. On a voulu au contraire dire, bon écoutez, au cas où il y aurait un peu de travail de collaborateur, on vous les rembourse. On les a payés à la mairie de Montauban, on n'a pas détourné des fonds, on a plutôt enrichi la commune de ces 1400 €. Donc voilà un petit peu le fond du dossier, et pour lequel, si vous voulez, nous sommes, je trouve que ce n'est pas normal, je l'ai dit haut et fort, mon avocat l'a dit également. Le malheur, c'est qu'à la différence de la fois précédente, où j'avais le recours de pouvoir faire appel, et j'ai fait appel, j'étais relaxée en appel. Là, malheureusement, la décision du Conseil constitutionnel, elle est en dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de recours possible. Alors, donc, c'est là que je dis qu'il y a vraiment certainement une volonté politique, j'en suis certaine, pour à la fois, d'une part, m'empêcher de continuer à être députée, mais surtout, m'empêcher de me représenter en mars 2026 pour conduire une nouvelle liste au municipal. Je dis que c'est anormal parce que lorsque nous sommes allés avec mon avocat devant le Conseil constitutionnel le 1er juillet, tout ce que je vous dis, on l'a bien entendu expliqué, mais en plus de ça, mon avocat a rappelé quand même au Conseil constitutionnel que tout récemment, là en juin, dans le courrier des maires, un fascicule a été produit, je crois que c'est l'Association des maires de France, préfacé par la Commission nationale des comptes de campagne, destiné, si vous voulez, aux candidats aux élections municipales de 2026, et qui expliquait justement aux candidats qui sont comme moi, maires sortants, ou surtout essentiellement des maires sortants, que si jamais une erreur a été commise par rapport à cette règle qu'on ne doit pas faire travailler et se servir des moyens de la collectivité, on a l'opportunité de rembourser de suite par une facture ce que nous avons fait. Donc d'ailleurs, M. Ferrand, qui est le nouveau président du Conseil constitutionnel, était très intéressé par cette remarque. Il a d'ailleurs demandé à mon avocat pourquoi on ne l'avait pas mis dans le mémoire en mars 2025. Et il lui a répondu, je ne pouvais pas le faire puisque ça a été édité en juin. Il lui a remis en main propre, il lui a demandé. Donc, il y a là véritablement, manifestement, c'était excessif. C'est quelque chose même d'indigne parce que je pense que le Conseil constitutionnel, on en connaît sa composition, elle n'est pas fait pour ça. Quand le général de Gaulle l'a créé avec le père de Bray, donc il est fait le Conseil constitutionnel pour contrôler la régularité du respect de la Constitution.
Et parmi les grands principes de la Constitution, il y a celui de la séparation des pouvoirs. Je crois que je l'ai déjà dit l'autre fois quand nous avons parlé de l'exécution provisoire. La loi prévoit en France une séparation stricte entre ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les ministres, le président de la République, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, et ensuite les juges, le pouvoir judiciaire. Et aujourd'hui, malheureusement, dans cette affaire comme dans la précédente, on voit malheureusement un pouvoir judiciaire qui fait de la politique de plus en plus et qui dénature complètement le sens des missions qui lui sont confiées. Voilà pourquoi je me battrai, tant que j'aurai la force de me battre et l'énergie, contre cette injustice, pas seulement à mon égard, mais à l'égard de beaucoup de politiques, surtout quand ils ne sont pas du bon côté, bien entendu. Alors, vous avez cité là pendant votre explication et même pendant votre première vidéo de réaction suite à la décision du Conseil constitutionnel, vous aviez cité Valérie Rabault. Oui, Vous avez cité le fait aussi qu'elle était aujourd'hui à la Cour des comptes. Vous, oui. vous considérez que c'est une décision politique, je dirais peut-être un peu vulgairement, même un complot visant à vous empêcher de candidater qui a été fait, dans lequel le Conseil constitutionnel serait mêlé? Je pense, oui, je n'ai pas peur de le dire, quand elle a été battue aux élections législatives l'année dernière, elle a fait des pieds et des mains et finalement elle a été intégrée auprès de par Moscovici à la Cour des comptes, comme d'ailleurs Madame Valat Najat Belkacem tout récemment. C'est devenu, excusez-moi, un repère de socialistes qui ont perdu des élections. Donc, d'ailleurs, j'aime beaucoup le canard enchaîné parce qu'au moins avec eux, on a des informations. On disait même que quand elle a été intégrée, je parle de Madame Rabault, ils se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient lui faire faire parce qu'il n'y avait pas de poste ouvert vraiment. Là, je pense que, alors il faut savoir que la Cour des comptes est en lien, il faut que vous compreniez, la Commission nationale des comptes de campagne est dirigée par un magistrat de la Cour des comptes. Si vous voulez, il y a, l'actuel président est un magistrat de la Cour des comptes, donc tout ce petit monde se connaît. Tout ce petit monde est assez proche politiquement. Je suis sûre que, comme elle l'a su le faire en 2014, il a fallu beaucoup de temps pour la démasquer. Je précise d'ailleurs qu'à la suite de l'affaire dont j'ai été victime en 2021, j'ai déposé une plainte contre elle pour dénonciation calomnieuse. Le procureur de Montauban a dit cette affaire relève de la compétence du parquet de Toulouse. Le parquet de Toulouse a dit je ne suis pas compétent, c'est le parquet de Montauban. Et au moment où je vous parle, je ne sais pas où on en est de l'instruction de ma plainte. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, je dénonce tout ça parce que toute ma vie, je me suis battue contre la corruption. Si je suis rentrée en politique en 93, dans la démarche un petit peu initiée par mon père à l'époque, c'est parce que c'était l'époque Mitterrand où il y avait des scandales partout, il y avait l'affaire Urbain, c'était vraiment à tous les étages. Et je me dis, c'est pas possible, il faut redresser ce pays. C'est un peu pour ça qu'en 2024, en juillet, j'aurais pu rester tranquillement maire de Montauban. J'ai eu envie de m'engager à nouveau pour mener ces combats pour la justice, pour la République, pour la France. Voilà, ça paraît peut-être ridicule, mais en tout cas, c'est le sens de ma démarche. Et aujourd'hui, même s'ils pensent m'avoir abattu, bon, certes, je suis privée de concourir non seulement à la législative partielle qui va avoir lieu là en septembre, mais également, bien sûr, et c'est plus grave pour moi, au municipal 2026 de mars, puisque malheureusement ma peine ne sera terminée qu'en juin, et c'est fait pour ça. Ben, tant que j'aurai de la voix pour le dire et de la force pour porter ces combats, je le ferai. Parce que ce n'est pas normal. Encore une fois, c'est trop injuste, c'est trop indigne. C'est à la limite de la corruption. Voilà. On dévoie nos institutions républicaines à des fins qui ne sont pas faites pour ça. D'accord. À noter d'ailleurs que Madame Rabault a annoncé qu'elle ne sera pas candidate dans votre Oui, parce circonscription. qu'elle a peur. Elle a peur, évidemment, parce que moi je dis que de toute façon, même si je ne suis pas candidate, on va s'occuper de la campagne, hein, je peux vous le dire. Donc je suis ravie qu'elle, finalement, elle se soit mise hors jeu. Elle veut pas risquer d'être battue une nouvelle fois. Parce qu'imaginez qu'elle se présente, et en tout cas on fera tout pour la faire battre, on aurait tout fait pour la faire battre. Pour elle, c'est fini, sa carrière politique. Quand quand je l'ai renversée l'année dernière, elle était quand même présidente du groupe socialiste à l'Assemblée. Elle annonçait partout qu'elle allait être Premier ministre ou ministre, enfin toujours Premier ministre. Hein. Je trouve qu'elles sont pleines d'ambition, ces femmes socialistes. Bon, enfin, c'est bien. En tout cas, donc c'est vrai que pour elle, évidemment, ça serait trop risqué, donc elle ne peut pas prendre ce risque. Et vous avez déjà défini qui sera la personne qui va vous succéder, du coup, ou pas, dans la Alors circonscription? oui, exactement, ben, je peux vous donner le scoop puisque la commission d'investiture vient de statuer. D'accord. Donc, c'est mon suppléant, Pierre-Henri Carbonel, qui est un jeune élu de la ruralité, d'un petit village qui s'appelle Saint-Cyr, qui par ailleurs est agriculteur
et nous avons besoin de soutenir notre monde agricole. Ça peut être l'objet de notre émission. Et en même temps, il a fait une carrière de rugbyman, dont ce qui compte, il a été à l'USM. L'USM, c'est notre club phare de Montauban, qui est en top 14 aujourd'hui. Il a été entraîneur au rugby à Caussade, qui est une commune de ma circonscription. Donc je pense il est jeune, il est beau garçon, donc il a toutes les qualités pour remporter ce suffrage. Et il aura, et c'est important, pour montrer le soutien de la ville de Montauban, comme suppléante, la maire de Montauban, celle qui m'a succédé, Marie-Claude Berly, qui était aussi secrétaire départementale des LR jusqu'à présent. Et donc, j'ose espérer que ce combat de l'union des droites, on va continuer à le mener dans ce département, et pas que. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra redresser notre pays. Parce que du coup, ça va rester donc une candidature, on va dire, réservée à l'UDR dans le cadre de l'accord qu'il y avait eu avec le RN. Exactement, nous venons D'accord. de recevoir la confirmation à l'instant. D'accord, merci pour ces précisions. Et d'ailleurs, moi, je voulais vous poser la question, pour les municipales de l'année prochaine, est-ce que vous allez soutenir la liste de la maire sortante, faire une liste UDR peut-être à part entière? Parce que vu que vous ne pouvez pas être candidate, Alors, comment vous anticipez cette élection? alors, je prends les sujets les uns après les autres. Pour l'instant, on va se consacrer sur la législative. Mais évidemment que nous allons monter une liste avec la maire sortante et une partie des élus qui sont actuellement en poste. Et nous renouvellerons aussi avec, non pas, chaque fois que je me suis présentée, sur les 4 fois où je me suis présentée déjà, c'est une liste d'union tout le temps, si vous voulez, à la fois de la société civile et de gens qui sont encartés, mais pas que. Et en l'occurrence, on pourra justement mettre en application l'union des droites. Ça a du sens pour moi, c'est-à-dire des gens qui viendront de tous les horizons, pourvu qu'ils soient évidemment dans la même ligne pour défendre les projets qu'on a portés jusqu'à présent, qui ne sont pas tous terminés et qu'on voudrait mener jusqu'à leur terme. D'accord. Alors, j'ai une question du chat. Bon, il y a certaines personnes qui sont un peu plus virulentes à votre rencontre, et je vais aussi vous poser les questions. C'est le jeu Bien sûr. Calias qui pose la question. Euh, à force de crier au complot ou à l'acharnement judiciaire, n'est-ce pas vous qui refusez de rendre des comptes? Ne vous rendez-vous pas compte que vous remettez en cause la légitimité de la justice en agissant ainsi? Alors moi, je vais vous dire, j'étais avocat 30 ans. Pour moi, la justice est une institution que je respecte et qui est absolument nécessaire en démocratie. C'est pour ça que tout dévoiement me choque profondément. Dans mon affaire en 2021, je salue, je salue les magistrats de la Cour d'appel et qui ont rendu, ça se fait pas de féliciter, mais qui ont rendu en toute objectivité une décision de sagesse. Par contre, le magistrat en première instance, dont je vous ai dit qu'il n'était pas formation de magistrat, il venait de la fédération hospitalière, c'était illustré quelque temps avant mon affaire, avant qu'elle revienne à la cour d'appel. Il y avait eu à Toulouse, vous savez, dans la mosquée d'Ampalo, qui est un quartier de Toulouse, un imam qui avait appelé à tuer les juifs en chair. Il avait été poursuivi par le parquet, par le procureur de Toulouse, bon, pour évidemment, atteinte évidemment à menace de mort, enfin, tous les délits qui sont visés par ce type d'attitude. Ce même magistrat qui m'avait condamné l'a relaxé au principe qu'il était pour la liberté d'expression. Vous comprenez bien que d'ailleurs, il y a eu appel du parquet, que la Cour d'appel a évidemment a annulé là aussi cette élection. Et depuis lors, je crois que ce magistrat s'occupe des affaires sociales, enfin, on l'a sorti du pénal. Donc, il y a, je crois, dans la justice, heureusement encore, des magistrats, et j'ai beaucoup d'admiration, encore une fois, je dis pour eux, parce que c'est de plus en plus difficile pour eux, qu'ils soient au parquet ou au siège. Ce n'est pas simple, la France ne va pas très bien, il manque de moyens, ça, c'est pas nouveau. Donc, au contraire, c'est parce que j'ai de respect pour la justice que je me battrai toujours contre l'injustice. D'accord. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de votre combat politique, il y a Stefan qui pose la question, quelles sont vos lois, combats que vous retenez de vos mandats de député et quels auraient été les projets de loi ou les combats que vous auriez souhaité mener durant le reste de votre mandat qui a été interrompu? Bon, il y avait d'abord la question de l'agriculture. Hein, je vous l'ai dit, on est un département très agricole, ma circonscription. Donc, on était heureux. Bon, je sais que c'est un débat. Je sais que bon, il y a eu beaucoup de polémiques autour, mais de pouvoir alléger les normes environnementales qui pèsent sur eux, ce qu'on appelait la loi du plomb. Par ailleurs, bien entendu, tous les sujets liés à la sécurité. Je me suis engagée. J'étais à la commission des lois pour défendre le projet de loi de Retailleau et Darmanin sur le narcotrafic la criminalité organisée, parce que je peux pas parler de ce qu'on vit dans les villes moyennes. Vous voyez, Montauban, c'est 63 000 habitants, hein, c'est une ville moyenne, pas très loin de Toulouse, et c'est un combat permanent. On voit bien que la drogue est partout, dans les collèges, dans les lycées, enfin bref, c'est un combat, j'ai peur qu'il soit même perdu, vous voyez.
Donc voilà pourquoi je m'étais beaucoup engagée, notamment dans celui-là. Je suis contente que cette loi soit passée malgré l'opposition de l'ultra-gauche, LFI et compagnie. J'aurais aimé, évidemment, davantage, ben, on ne l'a pas obtenu que dans notre niche UDR, on ait pu voter cette loi sur l'exécution provisoire dans l'éligibilité. Je salue au passage, je voulais redire, Olivier Marleix, qui s'est suicidé récemment, qui a été un LR courageux, qui, en dépit des consignes qu'il avait reçues, est venu quand même nous soutenir sur ce projet de loi et qui a même voté à la fois à la commission des lois et à l'hémicycle pour ce projet de loi. Vous voyez, je pense sincèrement qu'il est temps que ces guérillas arrêtent, notamment avec les LR, c'est notre famille politique d'origine. On doit s'unir pour porter ensemble un vrai projet alternatif pour la France et on ne doit pas se complaire ou se défaire un petit peu en continuant à soutenir la Macronie. Voilà ce que je pense. Donc c'est mon combat parce que je pense qu'il y a tout à refaire en France. Il faut lutter contre le gaspillage public. On s'est beaucoup engagé avec Éric Ciotti sur tout ce qui concerne le gaspillage, les économies qu'on pourrait faire. On ne veut pas augmenter les impôts, donc nous, on a fait tout un tas de propositions. Il y en a pour 50 millions d'euros, milliards pardon, d'euros qui pourraient être mis en place tout de suite pour faire des économies et arriver à l'équilibre. Bon, et après, vous diriez, il y a tellement de sujets. Il y a la désertification médicale, il y a l'école, enfin, tous ces sujets-là, j'aurais aimé continuer à travailler, mais je le ferai, j'espère un jour de nouveau. Et en tout cas, je pousserai tous ceux qui seront dans ce combat-là. Alors, vous avez parlé de l'agriculture comme un des sujets qui vous importait beaucoup. Avec votre groupe, vous avez soutenu et voté notamment la loi du plomb récemment, qui a fait énormément de bruit. Bon, la loi du plomb, faut s'y rappeler que bon, c'est la réintroduction de l'acétamipride et des nécotinoïdes, mais pas que, c'est aussi les mégabassines, l'augmentation du seuil par rapport à l'élevage intensif, ou donc mettre au même niveau les normes européennes et les normes françaises donc sur certains pesticides. Certains vous répondront que ça, c'est quand même des choses qui vont avantager uniquement les grandes exploitations et que les petits agriculteurs, au final, vont Non. pas être aidés par cette loi. Et du coup, Ouais. comment vous expliquez votre vote et comment vous expliquez, expliquer dire que cette loi défend les petits agriculteurs? Alors tout d'abord, je voudrais dire, peut-être dans mon pédigré, dans ma biographie, vous le saviez peut-être pas, j'étais mariée avec un arboriculteur. À Montauban, si vous voulez, on a beaucoup de vergers du Tarn et de l'Aveyron, de rivières qui traversent ce département. Ce sont d'ailleurs les Pieds Noirs qui sont, quand ils sont revenus d'Algérie ou de Tunisie, qui ont eu cette idée de planter ces vergers. Et ils ont eu bien fait parce que ça a été une belle prospérité à un moment donné. Donc on fait essentiellement des pommes, des poires, des cerises, aujourd'hui des noisettes, des kiwis, bon bref. Savez-vous que le Tarn-et-Garonne est le premier département exportateur de pommes? Vous voyez, on ne le sait pas. Bref, donc j'ai baigné là-dedans. Mon mari n'était pas un gros agriculteur. Mon mari avait tout au plus 20 hectares, ce qui n'est pas du tout une grosse exploitation. Et donc je sais très bien que pour avoir des fruits, il faut traiter certains parasites, notamment les pucerons, notamment la mouche drosophile pour les cerises. Donc, tout cela, ça fait 20 ans qu'on en parle. En fait, il n'est pas question de réintroduire tous les nicotinoïdes. Simplement un, c'est l'acétamipride, vous l'avez rappelé, et qui est utilisé partout en Europe. Il n'est pas question, bien sûr, d'ouvrir grand donc le champ des phytosanitaires. Mais, par contre, il y a des études. Alors, c'est malheureux parce que, si vous voulez, il y a eu cette pétition qui a pris beaucoup d'envergure, on a raconté n'importe quoi. Il faudrait maintenant laisser parler des vrais experts pour rappeler que d'abord, l'acétamipride n'est pas l'ennemi de l'abeille, bien au contraire. Mon mari, déjà à l'époque, et tous les arboriculteurs utilisent les ruches dans leur verger pour polliniser les arbres fruitiers. Parce que vous savez, il y a des arbres avec des fleurs mâles, des fleurs femelles. Et grâce au travail des abeilles, eh bien, elles pollinisent, donc on a une meilleure culture et une meilleure production. Donc, c'est un faux problème, ça a été mal expliqué. On n'a pas pu d'ailleurs débattre à l'Assemblée C'est nationale ce que parce qu'on j'allais vous avait. dire. Voilà, on Malheureusement, n'a pas le pu. débat n'a même pas pu euh, avoir lieu entre les députés Et eux-mêmes. vous avez raison, parce que quand on s'est rendu compte, ce projet de loi, vous le savez, vous l'avez dit, venait du Sénat. Quand il est arrivé à l'Assemblée, moi j'avais fourbi mes armes, je voulais m'engager complètement dans ce débat, et j'étais très déçue parce qu'en finalement, comme il y avait plus de 1000 ou 2000 amendements d'obstruction de la part de LFI et des écologistes, la sagesse a voulu qu'on vote le rejet du texte pour qu'il soit tout de suite et qu'il reparte dans la navette parlementaire. Il a été d'ailleurs adopté
dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, qui est, vous savez, c'est une commission mixte composée de sénateurs et de députés. C'est à ce prix-là qu'on a pu faire passer ce texte plus rapidement. Donc aujourd'hui, j'espère que Macron ne tremblera pas. On verra bien s'il cède ou s'il règne dans des écologistes, comme malheureusement trop souvent, il suit le vent et il a peu d'idées personnelles. J'espère que le Conseil constitutionnel fera la même chose, ne cédera pas à toutes ces pressions. Aujourd'hui, si vous voulez, le seul regret que j'ai, en tant que parlementaire, je n'ai pas exercé beaucoup, j'ai exercé qu'un an, mais quand je vois que j'ai pendant 10 ans été parlementaire, député maire à l'époque de 2002 à 2012, et quand je vois l'Assemblée nationale aujourd'hui, je suis scandalisée de voir cette pagaille généralisée, cette bordélisation qu'a voulu Mélenchon et qui est bien, bien réelle. On est partagé, vous vous rendez compte, à 11 groupes politiques dont aucun n'a la majorité, on est obligé de faire des alliances improbables et chaque fois très différentes. C'est inadmissible et surtout, ce n'est pas une belle image du Parlement. Mais il n'en demeure pas moins que la loi, quand elle est votée, il faut qu'elle soit respectée. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Macron s'en fiche complètement. Quand la loi est votée, il l'avait fait déjà pour l'immigration, la loi sur l'immigration avant, précédemment. Il dit c'est pas grave, le Conseil constitutionnel fera son travail, bien sûr. Le Conseil constitutionnel est à sa main. Il y a un peu forte raison maintenant avec Richard Ferrand, qui lui doit tout. Donc, je reviens toujours à mon sujet de la séparation des pouvoirs. Il faut respecter le pouvoir parlementaire et aujourd'hui, il est complètement dévoyé et dévalorisé et je le déplore tout autant que je déplore le sujet de la justice. Alors, je me permets de revenir un peu en arrière. Donc, vous étiez député depuis 2002. Oui, Vous avez eu une interruption. Ouais, il y a eu une interruption 2012-2024. Vous aviez voté, j'imagine, à l'époque, la réforme constitutionnelle qui avait intégré à la Constitution française, au bloc de constitutionnalité, la charte de l'environnement avec oui, Jacques Chirac. avec Jacques Chirac. Voilà, Oui. dans cette charte de l'environnement, c'est d'ailleurs sur ça qu'est saisi le Conseil constitutionnel, il y a le principe de non-régression. Est-ce que c'est pas quand même sur ça que risque de chuter la loi du plomb, c'est-à-dire non-régression d'un produit qui était interdit, qu'on réautorise, mais qu'on va réintroduire dans quelques années, parce que je rappelle que l'acétamipride a vocation à être interdit dans l'ensemble des pays de l'Union européenne en 2033. C'est quand même sur ce principe, c'est quand même sur ce principe qu'il y a un risque que le principe donc de non-régression empêche la loi de passer. Et c'est d'ailleurs sur ça que le Conseil constitutionnel doit se baser, donc sur d'ailleurs une réforme constitutionnelle que vous aviez soutenue à l'époque. Alors, d'abord, je vais vous dire, moi, j'aime la nature. J'ai été scout, j'ai épousé un agriculteur, je défends tout ce qui concerne la nature. Et en tant que maire, je peux dire, on a Montauban, une politique environnementale extrêmement émérite, puisque on est sur la loi climat. Enfin, on a vraiment fait beaucoup. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, mais quand Chirac nous propose ça, on est d'accord sur le principe lui-même. Ensuite, la non-régression, attention. Aujourd'hui, vous le dites vous-même, l'interdiction dont vous parlez, elle sera pour 2036. On n'est pas du tout dans le schéma. 2033, mais oui, oui. Oui, 2030, vous avez, bon, je sais pas, 2033. On est en 2025. Alors, soyons sérieux. Deuxièmement, la Commission européenne, je n'ai pas mon dossier là sous les yeux, dans une circulaire qui est assez récente, a justement considéré qu'il fallait revoir la question, notamment sur certains nicotinoïdes. Il n'est pas question de tous les remettre. Mais sur l'acétamipride, il y a tout un rapport qui a été fait qui montre l'innocuité de ce traitement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, on raconte n'importe quoi. J'ai vu sur les réseaux sociaux, le cancer, enfin, dont évidemment les gens ont vite peur. Depuis le Covid, les gens sont terrorisés pour leur santé, et à juste titre, hein, je veux dire que c'est normal qu'on pense à sa santé, mais il faut aussi raison garder et faire confiance aux scientifiques. Vous savez, on a eu ce grand débat sur les OGM, c'est la même chose. Les OGM, à l'époque, on ne pouvait pas faire de produire de nouvelles variétés, mais heureusement qu'il y a eu des OGM dans bien des domaines, notamment dans le vaccin. Et tout cela, ce sont des fausses peurs, du pseudo-scientifisme totalement dévoyé, là aussi encore une fois, de la réalité. Soyons sérieux, tous ces produits étaient déjà utilisés, sont utilisés à deux pas de chez nous. Moi, nous, dans le sud, on est à 2 heures de l'Espagne, de l'autre côté des Pyrénées. Tous ces produits sont utilisés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Je prends l'exemple de la noisette. À force de les empêcher de produire, de traiter, eh bien, nous avons vu chuter la récolte des noisettes en France de plus de 50%. Aujourd'hui, on est obligé d'importer ce produit en France. Je prends l'exemple de la noisette, mais ça doit être vrai aussi pour d'autres produits. Je parle de celui-là parce que je le connais. Et or, ces noisettes qui arrivent d'ailleurs, croyez-vous qu'elles ne soient pas traitées avec les produits soi-disant nocifs, et même peut-être plus nocifs encore que celui que nous énonçons? Non, non, tout ça n'est pas sérieux. Aujourd'hui, je prends l'exemple des pommes chinoises.
elles sont conservées dans des frigos avec des produits totalement nocifs qu'on n'autorise pas en France. Eh bien, pourtant, les gens ne le savent pas, ils en mangent. Pareil pour tout ce qui arrive Après, d'Amérique du Sud. je me permets Donc, je brièvement. crois qu'il faut. Je me pré- Vous voulez quoi? Qu'on n'ait plus d'agriculteurs en France? Non, C'est non, ça qu'ils je me cherchent? permets juste de vous interrompre brièvement en rappelant que, fut une époque, on considérait que certains produits n'étaient pas dangereux parce qu'il n'y avait pas d'études ou du moins pas suffisamment de moyens dans les Oui. études pour les faire. Et pour le coup, c'est un peu ce que dénoncent aussi certains Bon, on a vis-à-vis de la loi du évolué, on plan, a c'est qu'il n'y a pas évolué. assez d'études parce qu'il n'y a pas assez de moyens dans les études pour le faire. Je Je rappelle par suis. exemple l'amiante, tout le monde considérait que ça ne risquait rien à l'époque, et on a vu les Oui. scandales sanitaires que ça a été aujourd'hui. Si ça se trouve dans quelques années, grâce à des Non, moyens suffisamment qui auraient été mis, on pourra dire que certains pesticides qui sont utilisés aujourd'hui étaient dangereux. Le non, souci, c'est oui, aussi mais les études qui ne sont pas suffisamment financées pour garantir la aujourd'hui, sécurité. aujourd'hui, franchement, mon mari, quand je parle de mon mari, c'était il y a 30 ans, il y a beaucoup de produits qui ont été interdits. Et d'ailleurs, les agriculteurs ont fait d'énormes progrès, je veux dire, dans ce domaine. Notamment, il y a des produits qui étaient utilisés dès qu'il pleuvait, il y avait une maladie dont j'ai oublié le nom, qui faisait qu'on était obligé chaque fois, parce que c'était un genre de champignon qui se développait dès qu'il pleuvait. Bon, bref, tout ça, ça a été déjà levé. Non, tout ça, ça n'existe plus. Exemple aussi, ils font appel à ce qu'ils appellent la lutte raisonnée. Ils ont, sur l'irrigation, ils ont fait des progrès, il y a le goutte à goutte, il n'y a plus d'aspersion. Non, vraiment, je crois que les études ont été menées, et à juste titre, et à juste titre, et il y a des produits qui ne sont plus utilisés, mais de là à dire qu'on interdise tout, alors que c'est autorisé partout en Europe, il n'y a qu'en France que c'est interdit, c'est là qu'on se bat, c'est que c'est injuste, ce n'est pas justifié sur le plan scientifique, et ça entraîne un écroulement de notre production agricole. Vous savez, les agriculteurs, ils n'ont pas besoin de ça, c'est déjà assez difficile pour eux de produire en France parce qu'ils ont des charges sociales beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Bref, et là, si carrément, le puceron, ça paraît pas, le puceron ou la punaise diabolique, elle vous détruit le verger. C'est-à-dire si vous ne la traitez pas, eh bien, et alors après, ce qui est prévu dans la loi du plomb, vous restez dans les grands sujets, mais moi je m'excuse, je n'avais pas prévu de parler de ça avec vous, Oui, je oui, n'ai non, pas c'est mon, parce que vous aviez j'ai pas le évoqué texte. Mais non, mais c'est pas l'agriculture. grave. C'est pas grave. En parallèle, bien sûr, ces produits sont autorisés pour une durée limitée, le temps de trouver des solutions alternatives. Ce qu'on a trouvé souvent, la lutte raisonnée, par exemple, je veux dire, par le carpo, je me souviens, c'est quelque chose qui a permis d'évacuer certains phytosanitaires. Il y en a beaucoup qui ont déjà été enlevés, mais on ne peut pas tout enlever, sinon on n'a plus aucune production. Et je parle des vergers parce que je connais mieux les vergers, mais c'est vrai pour la betterave, c'est vrai pour la céréale. Et aujourd'hui, le tout, c'est de savoir, voilà, si on veut encore des productions françaises, ou si on préfère manger des trucs dégoûtants qui arrivent d'ailleurs avec des produits qu'on ne connaît pas et qui sont beaucoup plus nocifs, me semble-t-il, que les produits français. Tout le monde s'accorde à dire qu'on a une qualité en général de la production française, qu'il s'agisse de viande, de lait, de fromage. On a la chance d'être un pays de cocagne, mais de grâce, aidons nos agriculteurs à subsister parce que face à cette concurrence étrangère, je ne parle même pas du Mercosur, on est mort. Ils vont disparaître les uns après les autres. Ça ne cesse d'ailleurs tout. Voilà pourquoi vous avez peut-être de plus grandes exploitations, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Tout cela, c'est aussi notre terroir, c'est aussi notre. S'il n'y a plus d'agriculteurs, regardez les campagnes, comment elles On vont rappelle devenir. Ça va devenir des suicides d'agriculteurs tous les jours en France, hein. Mais je sais. Non, moi je crois qu'il faut être raisonnable. Il n'est pas question de faire n'importe quoi, vraiment. Et d'ailleurs, dans cette loi, je le dis, puisqu'on ne garde que les points saillants, il y a justement le sujet de le produit alternatif, des recherches qui doivent continuer à être menées. Et croyez-moi, depuis plus de 30 ans, elles ont été menées. On a déjà beaucoup de rapports scientifiques sur tous ces sujets-là. Il ne faut pas céder. Je sais que les réseaux sociaux, c'est très puissant et qu'on peut arriver à inoculer des peurs tellement faciles aujourd'hui. Les gens sont tellement mal que je peux comprendre leur inquiétude, notamment depuis le Covid. C'est terrible. On s'est rendu compte à quel point on pouvait enfermer une population complètement à double tour en leur faisant peur. Aujourd'hui, gardons du bon sens. Voilà, moi je suis pour la loi du bon sens, de la réalité, de la science. Mais je ne veux pas céder à toutes ces pressions. Voilà, je vous avoue que je n'ai pas d'état d'âme. Je suis heureuse d'avoir voté la loi du plomb, je le dis très, très clairement. Et s'il y avait un article 10 qui avait fait une nouvelle délibération, vous l'auriez revoté après. Je m'excuse. S'il y a, L'article s'il y avait un article 10 alinéa 2 du président de la République qui peut convoquer une nouvelle délibération, vous l'auriez revoté du coup, j'imagine. Non, mais moi, je crois que la Macron se moque du monde. Enfin, il peut faire ce qu'il veut aujourd'hui. Enfin, on retombe sur ce que je vous dis, c'est qu'il respecte rien. Il respecte pas le Parlement. Lui, il doit pas s'en mêler. Donc aujourd'hui, non, ce qui est prévu, pardon, C'est un c'est débat. que un débat. Voilà.
Ce qui est prévu, c'est que dès lors qu'il y a plus de 500 000 pétitions, enfin 500 000 personnes qui ont Signataire, signé une oui. pétition, la présidente de l'Assemblée l'a promis, d'ailleurs c'est dans les textes, il peut y avoir un nouveau débat, mais ça ne veut pas dire un nouveau vote. Le débat dont on a été privé, c'est vrai. Je regrettais, moi j'étais déçue parce que je comptais bien m'impliquer dans ce débat, notamment sur les abeilles, parce que nous on a beaucoup d'apiculteurs dans notre région, et tous, quand je leur ai parlé, leur vrai fléau pour eux, c'est le frelon asiatique. Et là, il faut qu'on travaille sur ça parce que c'est en train de détruire nos abeilles beaucoup plus rapidement que l'acétamipride. Vraiment. D'accord. Alors, je recentre du coup, je reviens au sujet d'origine de cette interview. On a fait aparté parce que voilà, vous évoquiez la problématique de l'agriculture dans les sujets qui vous tenaient à cœur. C'est pour ça que, en plus, c'est Oui, d'actualité. oui, Je bien voulais sûr. vous poser ces questions. Du coup, là, donc, on expliquait le Conseil constitutionnel, c'est donc une de ces décisions, donc il n'y a pas d'appel possible. Euh, Est-ce que peut-être le groupe UDR réfléchit à quelque chose à ce niveau-là à terme pour que ça soit pas quelque chose qui puisse se reproduire ou pour qu'à la rigueur il puisse y avoir une deuxième un appel ou une forme de contestation parce que là c'est vrai que vous vous retrouvez dans une situation sans aucune contestation possible. Voilà, vous perdez Exactement. tous vos mandats pour un an, vous ne pouvez pas être candidate pour un an. Enfin, pas tous vos mandats. Votre mandat de député, vous êtes toujours conseillère municipale. Exactement, Voilà. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est envisagé par les députés de votre groupe ou par Eric Ciotti à ce niveau? Je crois plus généralement il faut qu'on repense tous ces sujets, à propos de la loi sur l'exécution provisoire, tous ces sujets liés à l'éligibilité. Pourquoi ce sont des lois qui remontent à l'époque où, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Cahuzac, Oui. c'était donc François Hollande qui était au pouvoir, donc on a pris la main dans le sac, Cahuzac a détourné, je ne sais pas combien, millions d'euros, lui c'était, je ne sais plus le montant exact, qui était parti en Suisse, on ne sait pas trop ce qu'il en a fait, bon bref, qui avait promis devant l'Assemblée, il était quand même ministre des Finances, les yeux dans les yeux, je n'ai rien fait de mal, bon bref, on sait ce qu'il en a été réellement. Donc, pour donner, comme toujours, on fait des lois, comment dire, de circonstances un petit peu, vous voyez, pour réagir à l'actualité, ont été votées dans ces lois, qui est un sapin 1, sapin 2, pour encore durcir, si vous voulez, durcir la position des élus. Je crois qu'on est allé trop loin, mais pour l'ensemble de ce que je l'ai déjà soutenu, hein, l'Assemblée, on est allé trop loin. Je trouve que c'est normal, bien entendu, qu'un élu qui, comme tout un chacun qui fasse des bêtises, soit condamné. Mais par contre, et j'ai vu que David Lisnard, président de l'Association des maires de France, à propos d'une loi qui vient d'être votée qui concerne le statut de l'élu, a, a sollicité, alors j'étais pas à l'Assemblée, je ne sais pas si c'est passé, que sur les conflits d'intérêts. Vous savez, le conflit d'intérêts, c'est quoi quand on est élu? Si jamais vous faites travailler une entreprise avec qui vous êtes en combine, vous touchez de l'argent en contrepartie, donc vous êtes légitimement condamné, c'est normal. Bon. Mais il peut y avoir des cas où le conflit d'intérêts est mineur et n'est pas volontaire et n'a pas entraîné d'enrichissement pour l'élu. Et il disait que dans ce cas-là, il faudrait prévoir la bonne foi, qui est quelque part une présomption de bonne foi et la possibilité d'un repentir actif, des choses comme ça qui évitent d'en arriver à des sanctions aussi lourdes que l'éligibilité, parce que c'est lourd quand même. Hein. C'est pour un élu, vous savez, au-delà d'abord, vous avez honte. Moi, je veux dire sincèrement, la première fois que ça m'est arrivé, je n'osais pas sortir de chez Alors, moi parce que je rectifie juste sur Monsieur Cahuzac, ce n'était pas du détournement de fonds, c'était de la fraude et du blanchiment de fraude fiscale. Mais juste, voilà, je précise juste parce que c'est vrai que c'est deux oui, caractérisations qui sont différentes. L'idée de oui, je détournement me de souviens fonds plus. laisse penser l'idée Oui, qu'on prend de l'argent public. Là, il a caché son argent pour ne pas payer, c'est surtout ça. Voilà, je me oui. permettais de. Mais vous avez raison, je m'excuse parce que je sais pas, mais il y avait, paraît-il, on pensait qu'il y avait un peu d'argent du Parti socialiste là-dedans. Bon, enfin, bon, passons. Je ne sais plus ce que je vous disais par rapport Au statut de oui, l'élu. donc, oui, le statut d'élu, David Linard avait demandé justement qu'il y ait un adoucissement des règles dans ce domaine. J'y pense parce que c'est un dossier que je comptais regarder de près, justement par rapport à tout ce que nous venons de dire. Je crois sincèrement. Vous savez, puisque vous me donnez la parole, permettez-moi de parler encore de moi. Euh, Avant même que je me lance en politique, j'avais suivi le juge Jean-Pierre, Thierry Jean-Pierre, peut-être ça vous rappellera rien, vous êtes trop jeune, qui a été d'ailleurs un temps. Le juge Jean-Pierre, c'était un magistrat, un juge d'instruction, qui était d'ailleurs plutôt de gauche, et qui avait découvert l'affaire Urbain. L'affaire Urbain, c'était un système de pompe à finances pour le Parti socialiste à l'époque des années Mitterrand, où carrément, systématiquement, sur tous les marchés publics des communes, évidemment, qui étaient socialistes, au titre d'un devoir de conseil complètement bidon ou fictif, ils allaient jusqu'à pomper de 10 à 30% de ces marchés publics sur les entreprises qui concouraient donc, et qui avaient les marchés
de ces collectivités. Donc c'est lui qui, à partir d'un petit accident de travail, a remonté la pelote, est arrivé au plus haut et a fait tomber pour partie le Parti socialiste, mais surtout les gens qui avaient profité de ce système-là. Montauban n'avait pas d'ailleurs échappé à la règle. Donc j'avais suivi cette affaire et j'avais suivi surtout le juge Jean-Pierre, Thierry Jean-Pierre, qui avait eu beaucoup de courage pour lutter évidemment contre tout ce système. Il y avait beaucoup de pression. Et d'ailleurs, Philippe de Villiers l'avait pris sur sa liste aux européennes, je ne sais plus quelle année, pour l'accompagner justement dans cette démarche pour faire pareil au niveau européen. Bref, et à l'époque, il avait fondé une association qui s'appelait Forum Démocratie Justice, à laquelle j'avais adhéré. Bon, j'étais une petite avocate de rien du tout, hein, bon, peu importe, c'est pas. Mais il y avait des grands noms, là, il y avait le juge Van Runbeck, enfin. Et dans l'ambition de cette association, c'était justement de normaliser et de mettre, comment dire, de faire en sorte de régulariser ces systèmes de financement occulte des partis politiques en général. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné lieu à 2 ou 3 lois successives qui ont été votées, je ne sais plus les noms, les dates, je ne voudrais pas dire de bêtises, et qui ont organisé ce que je viens de vous expliquer, la commission des comptes de campagne, tous ces trucs-là, pour montrer que c'est l'État qui doit financer les campagnes électorales, à condition bien sûr que les élus respectent les règles de ces campagnes électorales. Voilà, donc ça a été toujours mon combat, si vous la lutte contre la corruption. C'est pour ça que quand j'ai été moi-même poursuivie pour détournement de fonds publics, dans l'affaire où j'ai finalement été relaxée, je peux vous assurer que ça a été terrible pour moi parce que sur le plan de mon honneur, comment dire, de mon honneur, de mes valeurs, et il a fallu vraiment que mes amis me disent mais non, tu dois sortir. Bon, et puis j'ai bien fait puisqu'après mon honneur m'a été rendu. Donc là, je suis un peu dans la même situation parce que je trouve que pour une faute qui d'ailleurs a été réparée, si on peut dire, puisqu'elle a été remboursée, les 1400 € à la ville de Montauban, c'est vraiment cher payé. Vraiment, c'est tout ça, personne n'est dupe, c'est très politique et c'est plus possible. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que, certes, il y ait des règles. C'est normal qu'il y ait des règles. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique. Mais que pour autant, qu'il y ait une forme pas de mansuétude, qu'on puisse accorder de la bonne foi à des élus, puisqu'on est sur l'éligibilité, qui n'ont pas fait ça pour frauder, qui ont fait ça peut-être par maladresse ou qui ont cru bien faire. Mais vous voyez, faire un distinguo entre les gens qui vraiment trichent, fraudent sciemment la loi et ceux qui on peut commettre une erreur, je ne dis pas par inadvertance, mais peut-être par maladresse ou par incompétence. Voilà. Donc, je pense qu'il y a lieu de réformer, d'adoucir un peu, parce que là, on est allé trop loin, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'élus qui se posent des questions. Est-ce que ça vaut le coup de risquer tout ça avec ce que ça comporte d'incidences à la fois personnelles, financières, électorales je vous dis, il y en a qui me disent, mais tu n'en as pas marre. Bon, ben, je dis, je m'en passerai, bien sûr. Mais c'est décourageant, quelquefois, c'est sûr. D'accord. Bah écoutez, vous avez fait la conclusion un petit peu hein, en même temps, donc je vais vous remercier. Merci. Je vous remercie, Madame Barège, de votre venue. Euh, Merci de votre invitation. Merci beaucoup. et merci de cette information, du coup, sur l'exclusivité de l'info du candidat UDR, du coup, de votre circonscription. Voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne C'est journée normal. et une bonne semaine. Au revoir. À vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir.